Au cours de cette 4e édition de CGC Academy, tous les experts ont expliqué que l'entrepreneuriat est une option de carrière fort intéressante pour les jeunes aspirants. Mais financer la création d'une entreprise relève très souvent du casse-tête pour les jeunes. Ils plaident donc pour un dispositif d'appui. Nous avons les idées, nous avons les aspirations, mais peut-être que nous n'avons pas encore ce qu'il faut, les canaux qu'il faut pour pouvoir créer véritablement. Et surtout, le financement. Afin d'aider les aspirants et d'attirer le plus grand nombre, l'accompagnement des entrepreneurs existants est plus que important. À chaque fois qu'on aura un bon projet, bien structuré, on trouvera les financements nécessaires. Il y a du coaching qu'on peut faire, il y a des processus d'incubation qu'on met en place pour permettre aux jeunes, pendant tout le cycle de vie de son projet, d'être accompagnés depuis l'élaboration du business model jusqu'à la réalisation de son projet. Si le parrainage est l'un des moyens de développement de l'entrepreneuriat, une autre source de promotion est le système éducatif. J'ai créé l'école des entrepreneurs tout simplement pour changer la mentalité de la jeunesse ivoirienne. Parce que c'est vrai, de nos jours, notre système éducatif il est basé sur la bureaucratie. Mais en créant cette école, je donne double chance aux étudiants. Les aspirants se sont engagés à profiter de toutes les opportunités que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, leur offrira. Sensibiliser et promouvoir l'entrepreneuriat à l'école en vue de lutter contre la cybercriminalité en milieu scolaire. C'est tout le sens du concours interétablissement scolaire dénommé Top Projet scolaire ou mon potentiel d'entrepreneur. Concours initié par le programme Éducation financière de la Direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en collaboration avec la direction de l'exécution des projets. Il s'agit de semer aujourd'hui, je veux dire, les graines de l'entrepreneuriat pour récolter demain des entrepreneurs capables effectivement de développer donc la Côte d'Ivoire, de créer donc, je veux dire, des emplois, de pouvoir se prendre en charge. Au cours de la première manche de ce concours, 3 établissements scolaires étaient en compétition. Le lycée Sainte-Marie de Cocody, le collège moderne de Cocody et le lycée moderne de Cocody en gré. 10 minutes, c'est le temps accordé à chaque établissement pour présenter son projet au jury. À l'issue de cette première manche, le collège moderne de Cocody et le lycée moderne de Cocody en gré, classés respectivement premier et deuxième, se sont qualifiés pour les demi-finales. Nous sommes heureux, fiers de nous pour notre travail accompli. Nous avons demandé des recherches de part et d'autre à des personnes qui sont expérimentées. Nous avons monté le projet, modifié de telle sorte que ça soit parfait. Et si nous avons gagné, nous croyons que c'est par la grâce de Dieu et aussi avec notre intelligence, bien sûr, avec l'aide de nos encadreurs. On a assisté à une compétition de haut niveau. Les enfants nous ont démontré qu'ils avaient de la capacité et de la créativité dans l'esprit. 16 établissements scolaires présélectionnés prendront part à ce concours interétablissement scolaire et 4 seront retenus pour la finale prévue pour se tenir le 15 mai prochain. La météorologie permet la prévision du temps à court, moyen et long terme, l'alerte des populations et des décideurs sur les phénomènes météo extrêmes des grandes catastrophes naturelles. Elle assure la sécurité des personnes et des biens. Pour les services météorologiques, donc, la météorologie doit être au centre de toute activité. Les directeurs des services météorologiques et partenaires, membres du conseil d'administration du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement ACMAD, se sont réunis en Côte d'Ivoire. Objectif, contribuer à l'amélioration des services climatologiques. Aucun pays n'est à l'écart des phénomènes climatiques à fort impact. Donc il nous faut au niveau africain bâtir une synergie pour faire en sorte que les services météorologiques et hydrologiques nationaux, que les centres climatologiques régionaux soient à la hauteur pour fournir des informations d'aide à la décision à tous les acteurs de développement. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 19e session ordinaire du conseil d'administration de l'ACMAD bénéficie du soutien du directeur général de la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire, Sodexam. Il est important qu'une action plus dynamique soit orientée donc vers cette science. Des grandes résolutions sortiront donc de ces assises et que les rencontres qui ont lieu donc en Côte d'Ivoire seront
le déclenchement d'un nouveau départ pour la météo en Afrique. Rappelons que la dernière session du conseil d'administration de l'ACMAD s'est tenue à Praia, au Cap-Vert. Après un arrêt de plusieurs années, l'activité de monitoring qui sert à contrôler les articles des journalistes et leurs différentes productions va reprendre. Elle vise à rendre les journalistes plus professionnels en cette période électorale. Il s'agit surtout de créer les conditions favorables à des élections paisibles en Côte d'Ivoire. Nous allons appeler à la responsabilité sociale des journalistes. C'est un vaste programme de 15 mois. La finalité, c'est que les journalistes se professionnalisent. Toutes les fautes d'éthique et de déontologie seront soulignées, publiées et diffusées pour attirer l'attention des journalistes. Une invitation au respect des règles du métier de journaliste. Un journaliste reçoit d'une source une information et il lui appartient en tout cas d'abord de la vérifier, d'appeler les personnes concernées pour avoir leur version. Tant qu'il n'a pas fait cela et qu'il se contente d'une seule source pour donner l'information et surtout la commenter, nous estimons qu'il y a un déséquilibre d'information. Donc dans ces conditions-là, le journaliste peut être sanctionné. Il est sanctionné aussi quand il donne une information qui est fausse. Il est aussi sanctionné quand il estime qu'au lieu de donner l'information, il peut faire des commentaires avec des propos injurieux, discourtois. Nous le sanctionnons aussi. Tous les jours, nous faisons de la sensibilisation, nous rappelons alors les journalistes. L'OLPED a pour mission de promouvoir et de défendre l'éthique ainsi que la déontologie journalistique, d'assurer la médiation, également promouvoir et défendre la liberté de la presse. La cuisine thaïlandaise est reconnue pour ses saveurs remarquables avec sa grande variété de plats traditionnels. C'est une cuisine qui connaît un succès croissant dans plusieurs pays. Cette cuisine mondialement appréciée sera à l'honneur à Abidjan au cours du Festival gastronomique et culturel thaï. Un événement pour faire la promotion de la cuisine thaïlandaise. Au menu, on aura un buffet à volonté concocté par 3 des meilleurs chefs thaï qui sont arrivés. Il y aura aussi des sculptures sur fruits. Ce festival est une invitation à goûter aux saveurs de la cuisine thaï, mais aussi une occasion de découvrir la culture thaïlandaise. Pour montrer encore une fois de plus aux Ivoiriens ce que c'est que la Thaïlande. La cuisine thaïlandaise fait partie des 5 meilleures cuisines au monde. Donc c'est une manière de découvrir plus de mets. Et beaucoup plus de choix en fait dans ce que la Thaïlande peut proposer. Le festival gastronomique et culturel thaï se tient du 23 au 29 avril 2015 au Golf Hotel et au restaurant Siam Thaï. Ce camp de fortune héberge près de 400 personnes. Des déplacés qui viennent du Mozambique, du Zimbabwe, du Malawi, mais qui vivent à Johannesburg depuis des années. Tous ont fui une éruption de violence xénophobe, des attaques qui ont fait plusieurs morts en Afrique du Sud en avril. Le pays compte environ 5 millions d'immigrés et la peur a gagné beaucoup de communautés défavorisées. Ils disent qu'ils ont reçu un SMS qui a circulé pour dire qu'ils allaient être attaqués. Donc par peur des attaques, ils ont décidé de venir se réfugier au commissariat. Donc nous avons dû nous organiser avec la municipalité pour mettre en place des systèmes pour nous assurer qu'ils soient en sécurité. Ils nous ont dit rentrez, rentrez chez vous, sinon nous allons vous attaquer la nuit. Nous vous attaquerons la nuit. Les rumeurs, les menaces qui circulent par SMS et sur les réseaux sociaux ont ajouté à la panique. Dans le centre-ville de Johannesburg, la tension a dégénéré en bagarre. Beaucoup de magasins sont restés fermés plusieurs jours, les propriétaires étrangers craignant des attaques. En 2008, plus de 60 personnes ont péri lors de violences racistes, surtout dans les townships. Cette fois-ci, le bilan est beaucoup moins élevé, mais plus de 300 personnes ont été arrêtées et l'armée a été déployée sur les points chauds. C'est une solution de dernier recours. Qu'allons-nous faire à présent? Nous allons nous déployer. Nous allons nous déployer car nous savons que la présence des forces armées d'Afrique du Sud va servir de moyen de dissuasion.
Des centaines d'étrangers ont pris la fuite, comme ces Malawites qui arrivent à Blantyre en bus. La nuit, des Sud-Africains sans emploi ont brûlé des voitures, des bâtiments et pillé des magasins. Le chômage touche 25% de la population en Afrique du Sud et plus de 50% des jeunes. Les immigrés africains ou asiatiques sont souvent les boucs émissaires des frustrations de certaines personnes. On se plaint parce qu'au foyer de travailleurs, ici, les gens n'ont pas de travail. Même moi, je n'ai pas de travail. Mais j'essaye de dire à ces gens qu'ils rentrent chez eux. Beaucoup de leaders politiques et médiatiques ont appelé au calme, y compris le roi des Zoulous, la plus grande ethnie sud-africaine. Il était jusqu'alors accusé d'avoir mis le feu aux poudres pour avoir dit que les immigrés clandestins devaient faire leur bagage et quitter le pays. Plusieurs manifestations et veillées ont eu lieu pour rejeter la xénophobie, mais la menace d'attaque future n'est pas éteinte. Comment sauver les migrants en Méditerranée? Les dirigeants européens réunis jeudi à Bruxelles ont décidé de tripler leur budget consacré à ce sujet. Ils envisagent également des actions militaires contre les trafiquants en Libye, une initiative qui nécessiterait le feu vert de l'ONU. En revanche, aucun accord précis sur la prise en charge des réfugiés. La question est reportée sine die. Cours de langue pour réfugiées syriennes d'origine arménienne. Pour ces femmes qui ont fui la Syrie en guerre pour le Liban, le massacre et l'exode dont furent victimes leurs ancêtres arméniens est un traumatisme qui se perpétue. Aujourd'hui, nous vivons un deuxième génocide. Toutes nos maisons ont été détruites. Nos parents sont en train de mourir en Syrie. Ils revivent le même génocide. Il n'y a pas moyen de vivre là-bas. Ils n'ont pas de travail et il n'y a pas de paix. Toutes les portes leur sont fermées. Ils ne peuvent aller nulle part. Les Arméniens du Liban commémorent le centenaire d'une tragédie souvent appelée le génocide arménien. Les affiches, disséminées un peu partout dans le quartier de Burj Hamoud, sont là pour en témoigner. Un siècle après les faits, il existe toujours deux versions des tueries de 1915. Ankara refuse catégoriquement le mot génocide, mais l'Arménie tient la Turquie pour responsable de l'élimination systématique d'1,5 million de ses habitants. De nombreux Arméniens ont trouvé refuge au Moyen-Orient. Ceux qui ont fui vers la Syrie ont dû depuis fuir une nouvelle fois. Mon grand-père a dû quitter l'Arménie pour le Liban. Mon père a fondé une famille ici, mais quand la guerre a éclaté au Liban, notre famille a été divisée, parce que certains d'entre nous sont allés en Syrie. Puis quand la guerre a éclaté là-bas, nous avons à nouveau émigré vers le Liban. Ici, les Arméniens sont nombreux à tracer un parallèle entre des incidents qui ont eu lieu en Syrie depuis le début du conflit et la tragédie d'il y a 100 ans, comme l'attaque contre la localité arménienne de Kassab ou la destruction d'une église arménienne qui contenait des restes des victimes de 1915 à Deir ez-Zor. C'était terrible de voir l'histoire des Arméniens se répéter, même 100 ans après. Et c'était tragique de voir des églises arméniennes, des monastères et même des écoles se faire bombarder. Une bonne partie des 10 000 réfugiés arméniens syriens au Liban bénéficient du soutien du centre Karagözian qui offre des services médicaux à ceux qui en ont besoin, y compris des Libanais et des Syriens. Les histoires qu'ils racontent en arrivant rappellent les récits de leurs grands-parents. Certains évoquent l'idée, ancrée en eux, qu'ils doivent être toujours prêts à s'exiler à nouveau. 2 otages occidentaux d'Al-Qaïda ont été tués par erreur lors d'une opération américaine à la frontière pakistano-afghane. L'Américain Warren Weinstein et l'otage italien Giovanni Loporto sont morts en janvier, a déclaré la Maison-Blanche. Le président Barack Obama a dit assumer la responsabilité de ces opérations. Une autre opération a permis d'éliminer le porte-parole du réseau extrémiste, l'Américain Adam Gaddan.